Saviez-vous que l'une des découvertes les plus extraordinaires que nous ayons faites depuis l'espace est cette oasis de vie ténue et solitaire, perdue dans l'univers, la Terre. Saviez-vous qu'avec l'aide des technologies spatiales, nous en avons plus appris à son sujet en quelques décennies que tout au long des précédents millénaires? En nous élevant loin au-dessus d'elle, nous avons pris la mesure de notre toute-puissance, mais aussi des dommages que nous lui infligeons. Mais l'espace propose aussi des remèdes pour cerner et réduire les menaces qui pèsent sur l'environnement. Et si c'était du ciel que pouvait venir le salut de notre planète? Avant de m'envoler pendant 6 mois, à 400 km de hauteur, je vous emmène en voyage vers la planète Terre. Moi, je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute. Je m'entraîne en ce moment pour ma mission, 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Les conquêtes spatiales de demain, je pense que c'est super important et que ça concerne tout le monde. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde dans notre passé. Et quand on va vers des planètes comme Mars, ce qu'on veut voir aussi, c'est notre avenir. On avance dans un environnement qui est difficile, mais on avance au final assez vite. C'est un voyage incroyable en fait. Embarquons ensemble dans cette aventure et puis je vous promets que vous ne serez pas déçus. Figurez-vous que c'est la Lune qui nous a dévoilé la Terre. C'était il y a une poussière de temps, la veille de Noël 1968. Pour la première fois de notre histoire, des hommes volaient au-delà de l'orbite terrestre. Ces hommes, ce sont les 3 astronautes de la mission Apollo 8. Ils ont pour tâche de photographier la surface de notre satellite en vue d'un futur alunissage. Mais au 4e tour de Lune, quelque chose d'inattendu va survenir. Quelque chose qui va transformer à tout jamais notre vision du monde. Alright, we're gonna roll. Ready? Set. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty? Hey, don't take that, it's not scheduled. Jamais jusqu'à ce jour, aucun être humain n'avait pu contempler la Terre avec un tel recul. Hand me a roll of color quick. Oh man, that's great. Where is it? Quick. Here. Ready? Got it? Yep. Take several. Take several up here. Wait a minute, let me get the right setting here. Hey, calm down, Mama. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. Cette espèce de boule bleue en suspension dans l'espace ou ce lever de Terre sur la Lune, ça n'avait jamais existé avant. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais eu conscience de cette espèce de fragilité de la Terre, cet océan de vie entouré d'un noir, le vide spatial le plus total. Donc ça a commencé, la conscience écologique, ça a commencé avec ces photos-là. There's a big fog cloud bank going northeast. The waters are all a sort of a royal blue. Reflection off the Earth is much greater than the moon. Ces témoignages d'astronautes, fascinés par la vue de la Terre depuis l'espace, ont bercé mes rêves d'enfant et mes projets d'exploration. Et quand à mon tour je m'arracherai à la gravité terrestre,
Quand je serai à bord de la Station spatiale internationale, j'éprouverai sûrement moi aussi le besoin de tourner mon regard vers notre berceau commun. La sensation probablement la plus spectaculaire, la plus émouvante qui nous marque jusqu'à la fin de nos jours, c'est la vue de la Terre. On passe de l'Himalaya au désert, aux forêts tropicales, aux atolls turquoises de Polynésie très rapidement, et c'est beau. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Même si vous avez vu des images, ça reste des images. Et quand vous voyez ça avec vos propres yeux, c'est absolument extraordinaire. Quand vous voyez des éclairs ou des feux de forêt ou des tempêtes de sable, on sent la force de la nature et on sent aussi la fragilité de la planète porteuse de vie. Quand on va dans l'espace, on a cette position privilégiée qui est d'avoir du recul, de voir la fragilité de la Terre. La couche d'atmosphère, c'est ridiculement petit et ça contient toute la vie qu'on connaît. Puis les effets aussi de l'activité humaine, on peut voir la pollution atmosphérique, on peut voir les dégazages de pétroliers dans l'Atlantique. Puis nous, on essaie de se faire un peu ambassadeur de ces problématiques-là et puis de revenir et d'essayer de convaincre les gens de dire « Attendez, tout ça c'est important, nous on l'a vu, c'est pas juste une théorie, on l'a vu ». Mais pour étudier scientifiquement notre planète, rien ne vaut l'œil acéré des caméras, des radars, des spectromètres embarqués à bord de satellites artificiels. Depuis un demi-siècle, ils sont des centaines dans l'espace, à parcourir leur orbite pour scanner la Terre. Ils nous permettent d'établir un véritable diagnostic de son état de santé. Grâce aux satellites qui tournent autour de notre planète, on peut observer avec, je dirais, des moyens permanents, la planète dans son ensemble. Donc on peut accéder à des endroits difficiles d'accès de manière humaine, on peut passer régulièrement autour des mêmes zones. Cette vision globale de notre planète nous a ouvert les yeux sur les bouleversements qui touchent notre environnement. À commencer par l'atmosphère. Cette pellicule de gaz qui enveloppe la Terre et rend la vie possible. Les satellites ont fait faire des progrès déterminants à la science qui l'étudie, la météorologie. À ma petite échelle, moi qui suis pilote de ligne, je sais à quel point il est vital de connaître à l'avance l'évolution des pressions, des vents et des précipitations. Mais à plus grande échelle, la météo, c'est surtout la première étape dans la connaissance du climat. À partir de 1960, le satellite américain TIROS-1 envoie du haut de ses 700 km d'altitude des dizaines de milliers d'images de nuages. Global cloud cover photography, enabling us to identify and track storms and to observe their formation and dissipation. À sa suite, les satellites météo se sont démultipliés en orbite. Les uns défilent tout autour de la Terre, d'autres se maintiennent au-dessus d'un seul point de la planète, à une hauteur vertigineuse même pour nous les astronautes, 36 000 km d'altitude. À eux tous, ces satellites constituent des outils irremplaçables pour sonder les températures, l'humidité, les vents, mesurer les courants atmosphériques, scruter le balai des éléments. Les missions d'observation de la Terre, les satellites de météorologie, des choses comme ça, les satellites qui observent l'océan, sur toutes les variables climatiques essentielles, il y en a plus de la moitié qui sont observables uniquement depuis l'espace, pas juste, entre autres, depuis l'espace, mais uniquement depuis l'espace. Les données météo sont essentielles, parce qu'elles constituent une véritable mémoire de notre climat. Que nous disent-elles ? Elles nous montrent que depuis 50 ans, les températures supérieures à la normale, en rouge ici, se répandent sur la surface de la planète, inexorablement. Les observations spatiales, en fait, ont complètement confirmé que le climat de la Terre est en train de se réchauffer, de changer.
et ceci de plusieurs manières. Normalement, à l'équilibre, la Terre, elle doit réémettre autant d'énergie vers l'espace qu'elle en reçoit du Soleil. Aujourd'hui, grâce à ces satellites, on s'aperçoit, on mesure qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Terre réémet vers l'espace moins d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. C'est-à-dire que la Terre emmagasine de l'énergie sous forme de chaleur. Vous vous en doutez, cette chaleur dans l'atmosphère, ce sont les gaz à effet de serre qui la retiennent. Des gaz devenus envahissants sous l'effet des activités humaines. Ce sont le méthane, le dioxyde d'azote, le dioxyde de carbone, des gaz impalpables à l'œil nu. Mais les informations collectées depuis l'espace permettent de mesurer leur présence dans les airs, en particulier le dioxyde de carbone, ici en rouge. À l'appui de son satellite OCO2, la NASA a abouti à une conclusion impressionnante. Le taux actuel de CO2 dans l'atmosphère est le plus élevé depuis au moins 800 000 ans. Voilà pour l'évolution passée de notre précieuse atmosphère. Que lui arrivera-t-il désormais? Je suis fasciné de voir à quel point la distance spatiale permet de lire dans l'avenir de notre planète, comme à travers une boule de cristal. Les données que l'on acquiert grâce au spatial, grâce aux satellites, sont des données d'observation qui servent en fait à construire ensuite des modèles mathématiques de prévision. On peut avec ça prédire ce qui va se passer alors, dans 3 jours, mais aussi on peut faire des simulations dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Pour établir des modèles à aussi long terme, il nous faut des satellites capables d'aller explorer un autre élément essentiel de notre système climatique. Un élément qui occupe les 3/4 de notre planète, l'océan. Quand on plonge, comme je l'ai fait lors de mes entraînements d'astronaute, on ne s'en rend pas forcément compte, mais les mers du monde entier subissent de plein fouet les retombées du réchauffement atmosphérique. L'océan stocke aujourd'hui plus de 90% de cet excès de chaleur qui s'est accumulé dans le système depuis 50 ans. Aujourd'hui, elle est absorbée par les couches superficielles de l'océan, mais une des grandes questions, c'est est-ce que cette chaleur va aller vers le fond, auquel cas ça va retarder les effets du changement climatique pour nous terriens, ou est-ce qu'elle va rester en surface et auquel cas les effets vont se sentir plus vite. Donc la compréhension du rôle de l'océan dans ce changement climatique est une question essentielle. Les satellites peuvent suivre à la trace cet excès de chaleur dans les mers. Ils perçoivent les changements de température de surface, ils pistent les courants chauds et froids, mais ils nous apportent surtout un type de mesure extraordinaire, celle du relief des eaux. Alors les variations de la hauteur de l'océan, ça peut être étrange par rapport à cette question du climat, mais en fait c'est une information extrêmement intéressante puisque le niveau de l'océan bouge à chaque fois qu'on change la température. Quand il fait plus chaud, l'océan se dilate, donc l'eau, à même quantité, prend plus de place. L'instrument le plus performant pour de telles mesures, c'est le radar altimétrique. Il propulse ses ondes depuis plus de 1300 km de hauteur et il peut évaluer l'altitude de surface des mers au millimètre près. On avait des informations avant les satellites, mais c'était grâce à des marégraphes, donc des appareils qui étaient installés au bord de mer ou à certains endroits dans les océans. Mais avec les satellites, on a pu avoir des mesures beaucoup plus systématiques et fiables. 4, 3, 2, 1, top. Lorsque le premier satellite altimétrique a été lancé en 1992, il avait un cycle de répétition de 10 jours. Et quand on a analysé cette première série de 10 jours de mesures, on a obtenu une carte qui était meilleure, plus précise que tout ce qu'on avait pu obtenir avec 150 années d'observation à la mer, par des navires, par-ci, par-là. Au bout de 25 ans de mesures, l'espace nous apporte une révélation. Le niveau des mers s'élève désormais de 3 mm chaque année. 3 mm par an, on peut se dire c'est pas grand-chose. Mais déjà, quand vous passez à 20 ans, ça fait 6 cm.
Et surtout, ça a permis aussi de constater l'accélération du phénomène. De notre point de vue d'occidentaux, la montée des eaux est un horizon bien lointain, réservé aux atolls du Pacifique. Mais à l'appui des données spatiales, le phénomène prend une toute autre ampleur. La NASA prévoit qu'à la fin de notre siècle, des centaines de millions de personnes habitant sur les terres les plus basses, qu'on voit ici en mauve, risquent d'être submergées par les flots. Des territoires comme le Bangladesh ou les Pays-Bas pourraient être rayés des cartes. Les satellites nous disent qu'un autre phénomène accroît encore la montée des océans. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, eh bien, le Groenland et l'Antarctique ont commencé à perdre de la glace, de la masse de glace, de façon accélérée. Et ça, les glaciologues ont été extrêmement surpris, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et c'est grâce à l'observation spatiale qu'on a découvert ces phénomènes et que maintenant on les suit depuis 15 ans. Et on s'aperçoit que ce phénomène se poursuit et qu'il est complètement lié au réchauffement actuel de la planète. Imaginez-vous, 200 milliards de tonnes de glace s'effondrent chaque année dans l'océan, en bordure du Groenland. À cela, il faut ajouter les icebergs. Vu de l'espace, la banquise est désormais, certains étés, 2 fois plus petite qu'il y a 30 ans. En témoignant de la montée des océans, les données satellitaires apportent donc aux climatologues des preuves indéniables. Elles nous permettent de déclarer avec un grand degré de confiance que le climat est en train de changer et que la planète est en train de se réchauffer. Ce constat établi, je me demande quelles en sont les conséquences pour la Terre et pour nous, ses habitants. Car depuis l'espace, l'œil humain peine à réaliser à quel point notre planète est en train de se consumer. Les satellites, eux, perçoivent dans les moindres détails les effets du réchauffement sur tout l'écosystème des océans. Ils nous alertent au sujet des menaces qui pèsent sur les coraux, ces micro-organismes qui souffrent dans les eaux trop chaudes, blanchissent et dépérissent. La disparition des coraux signifie à son tour la disparition de nombreuses espèces qu'ils abritent et nourrissent. Les satellites repèrent même la métamorphose des êtres les plus microscopiques, comme le phytoplancton. Ces plantes minuscules se désintègrent sous l'effet de la chaleur. Or, le phytoplancton est le poumon de notre planète. Il absorbe une grande partie du CO2 que nous émettons pour le transformer en oxygène. Plus fascinant encore, à mon sens, le plancton est le garde-manger des océans. Ce plancton, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire qui va permettre d'alimenter les petits mollusques, puis les petits poissons, les moyens poissons, les gros poissons, et ceux que l'on va ensuite consommer ou les espèces que l'on va chercher à protéger. À partir de cet infiniment petit, on peut remonter la chaîne des espèces sensibles au changement climatique. Explorer tous les recoins de la biodiversité. C'est là qu'intervient un autre outil spatial que vous connaissez peut-être déjà. Il faut aller en France, au centre de contrôle de la société CLS à Toulouse, pour le découvrir. On peut voir ici le monde entier palpiter sous les yeux des opérateurs. Leur mission ? S'assurer que les satellites relaient bien les informations envoyées par des instruments de transmission, les balises Argos. On a plus d'une dizaine de milliers de balises qui sont suivies en temps réel ici à Toulouse et l'information est dispatchée dans le monde entier. Par exemple, au milieu de la Russie, il y a certainement des scientifiques russes qui sont en train de suivre le déplacement d'un loup. Là, du côté de la Tasmanie, très certainement aussi des scientifiques doivent suivre des baleines et des requins. Ça permet aux biologistes de comprendre la vie de ces animaux dans leur environnement naturel. Et si vous combinez ça avec les données d'environnement, vous pouvez comme ça corréler des comportements animaux qui se modifient ou des lieux d'habitat, des migrations qui se modifient en fonction de conditions climatiques.
Les balises Argos sont fixées au dos des animaux, comme ici sur les manchots royaux de l'Antarctique. Elles permettent aux biologistes de suivre les trajectoires de ces manchots sans quitter leur bureau. Cette étude aboutit à une conclusion sans appel. Une augmentation de 0,3 degré de la température moyenne dans l'environnement polaire diminue la survie de ces animaux de 10%. Avec le réchauffement climatique, l'espèce est quasiment menacée d'extinction. L'espace nous l'assure. Le climat se réchauffe sous l'effet des activités humaines. L'océan le certifie et la biodiversité en pâtit. Je reste pourtant obstinément optimiste et je suis sûr que nous pouvons dans l'espace aussi trouver des remèdes à cette évolution. Ce qui m'attend dans la station spatiale m'en apporte la confirmation. Quand on va dans l'espace, je pense qu'on a vraiment une conscience qu'au final, on est tous embarqués sur la Terre avec des gens qu'on n'a pas choisis et des ressources limitées, ce qui est exactement la même expérience que les astronautes font à bord de leur station spatiale. Et puis on se rend compte que pour faire marcher tout ça et puis pour que le voyage dure le plus longtemps possible, il y a des efforts à faire. Et c'est pour ça que souvent quand les astronautes reviennent, ils ont une conscience écologique, environnementale et puis sociale peut-être un peu plus importante qu'en partant. Se coordonner, partager, préserver les ressources. Voilà sans doute la meilleure manière de perpétuer la vie. Et la technologie spatiale apporte déjà dans ce domaine une aide précieuse. Dans les mers, comme ici dans la Manche, la première des ressources, c'est le fruit de la pêche. Tous les chalutiers d'Europe peuvent y être repérés par des navires patrouilleurs, comme celui-ci, le bien nommé Thémis. Thémis, déesse de la justice et de la loi, fille de Gaïa, la terre, et d'Uranos, le ciel. Justement, pour protéger l'écosystème marin, le commandant Christian Sauvage s'en remet au ciel, par l'intermédiaire d'un système de transmission satellitaire, le VMS. Alors ici, tu vois, ouais, c'est le Félire, c'est des bateaux de Saint-Brieuc, ça. Ici, Sailfort, c'est Saint-Brieuc aussi. Non, et puis là, il y a ce paquet là, qui est peut-être intéressant. Là. Je sais que c'est des bateaux qui ne sont pas inspectés souvent. Je peux, pour chaque navire, connaître sa position et sa vitesse. Donc si c'est par exemple un chalutier, je vois ici affiché avec une vitesse d'environ 3 nœuds. Un chalutier à une vitesse de 3 nœuds est fort probablement en action de pêche. Les hommes du commandant Sauvage partent en opération dès qu'un bateau est repéré en train de pêcher. Le Sagittaire n'a pas été contrôlé depuis plusieurs semaines. Ok. Bonjour patron. Affaires maritimes, on va faire un petit contrôle de routine. Bah écoutez, je vais demander toute votre documentation, les choses habituelles, permis de navigation, licence de pêche. Sur la carte, à table là-bas. Vous allez me faire la comptabilité de ce que vous avez pêché en plus, les traits que vous avez fait depuis 11 h ce matin. Ceux-là, là. Chaque bateau de pêche se doit, au niveau déclaratif, d'envoyer chaque jour avant minuit le total de sa pêche journalière. La transmission obligatoire de ces informations se fait en temps réel, par des satellites de communication, jusqu'au Centre national des contrôles de pêche. Le moindre kilo de poisson sorti des eaux européennes est recensé au jour le jour. Bonjour monsieur, on va faire la comptabilité du poisson dans la cale. L'important n'est pas seulement de contrôler la quantité pêchée, mais aussi les types d'espèces. La sole est là, Dani. On s'intéresse même aux mensurations des poissons. On vérifie la taille parce que chaque espèce de poisson va avoir une taille minimale autorisée
pour éviter de pêcher les juvéniles, que les poissons arrivent à une taille adulte. À l'aide des transmissions satellitaires, 300 bateaux comme celui-ci sont contrôlés chaque année, rien qu'en France. Avec pour résultat des poissons charnus, des espèces variées, une ressource renouvelée. Okay. Les pêcheurs ont compris tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer, eux aussi, d'une économie maritime durable. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis l'espace, les mers nous révèlent leurs secrets les mieux gardés, comme ces caprices des courants qui forment des volutes dignes d'un tableau de Van Gogh. De ces informations, les marins en tout genre peuvent tirer des gains insoupçonnés. Une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de l'océan permet d'avoir un transport maritime plus efficace. Aujourd'hui, il y a de l'énergie qui est gaspillée parce que des bateaux vont essayer de naviguer contre le courant. Et un navire qui va naviguer avec le courant va consommer moins de carburant. Donc c'est aussi une empreinte carbone qui diminue. Ce sont des économies pour le navire, ce sont des empreintes carbone plus faibles. Tout le monde a à y gagner. Et quand les capitaines restent sourds aux sirènes environnementales et déchargent leur combustible en pleine mer, les satellites d'observation jouent les sentinelles de l'océan. Les dégazages peuvent être accidentels ou intentionnels, peu importe. Le rôle des satellites aujourd'hui, c'est de les repérer en temps réel et d'en alerter immédiatement les autorités qui peuvent comme ça aller sur zone et voir immédiatement le navire en question responsable de ce dégazage. Ce matin, un pétrolier maltais s'est brisé en deux au large de Brest. 30 000 tonnes de fioul s'échappent de l'épave et menacent maintenant les côtes françaises. Pire qu'un dégazage, une marée noire. Erika en 1999, Prestige en 2002, ou encore une plateforme pétrolière BP dans le golfe du Mexique en 2010. Ce sont chaque fois des centaines de milliers de litres d'hydrocarbures qui sont répandus dans les mers. Et savez-vous qu'un seul litre pollue 1 million de litres d'eau? Heureusement, depuis l'espace, on suit l'orientation de la nappe de pétrole pour la circonscrire le plus vite possible. Et cela permet de parer au pire. Limiter la pollution est vital pour l'environnement marin. Mais je ne suis pas certain que cela suffira à enrayer le réchauffement de la planète. Or, ce réchauffement, nous commençons à le ressentir sur les terres émergées, là où nous habitons. Je me souviens de cette canicule pendant nos marches d'entraînement en Sardaigne. Il est en train de remplir la bouteille d'eau qu'on transporte sur les sacs. Mais ce type de temps, ordinaire en Méditerranée, risque de devenir la norme bien plus au nord. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre à la même vitesse qu'aujourd'hui, vers 2100, on s'attend à une température plus élevée qu'aujourd'hui de 4 degrés. C'est évidemment catastrophique parce que ça veut dire une amplification des événements extrêmes, précipitations, inondations, sécheresse. Tonight, the world is responding to a disaster in the Philippines, though it's now clear it's worse than we first knew. The storm surge completely washed away some villages and towns, and it left a thriving city, Tacloban, in other ruins. Rappelez-vous, ce 8 novembre 2013, l'ouragan Haiyan laissait au moins 6000 morts sur son passage. Mais il aurait fait encore plus de victimes s'il n'avait pas été anticipé depuis l'espace, ce qui a permis l'évacuation d'une partie de la population. Les satellites météo ont assisté en direct à la naissance d'une tempête tropicale, quelques jours plus tôt, à sa mutation en typhon et finalement en super typhon.
La masse nuageuse est si colossale que mes amis astronautes peuvent la contempler depuis la Station spatiale internationale. 400 km plus bas, pendant ce temps, c'est l'apocalypse. Des vents dépassant les 300 km/h, des vagues de la puissance d'un tsunami. Haiyan restera dans les annales comme l'un des ouragans les plus violents jamais enregistrés. While scientists can't say whether climate change contributed to this particular typhoon, they believe global warming is making storms stronger. And we expect that as we go into the future, the number of hurricanes doesn't necessarily increase, but the category 4 and 5 will increase. Après le passage du monstre, des photos satellites de la ville de Tacloban témoignent de l'ampleur des dégâts. Ces clichés sont réalisés par un satellite d'observation américain, récupéré par l'agence spatiale japonaise et aussitôt transmis aux autorités philippines. Une telle coopération est fascinante. Et c'est grâce à un accord liant les agences spatiales du monde entier depuis 1999. La Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Cette charte permet aux pays d'obtenir des informations gratuitement, tirées d'images satellites. Elles sont confiées aux instances chargées de traiter les catastrophes. Le résultat, c'est que généralement, en moins de 6 heures, les sauveteurs ont des premières cartes qui leur indiquent les endroits où il y a des choses, les bâtiments démolis, les ponts, les routes, donc qui permettent aux sauveteurs de ne pas partir à l'aveugle parce qu'on ne sait pas ce qui est démoli ou pas démoli, mais d'aller le plus efficace possible. La charte est activée 40 fois par an en moyenne, à la suite d'inondations, mais aussi de séismes ou d'incendies. Et elle permet chaque fois de sauver des vies. Avec le réchauffement climatique, elle est amenée à fonctionner de plus en plus souvent. Une fois la catastrophe terminée, l'espace intervient à nouveau pour panser les plaies. Il nous aide à constater l'ampleur des dégâts, à reconstruire en fonction des risques, à prévenir d'autres drames. L'eau douce peut faire des ravages sous les coups de boutoir du climat. Mais n'oubliez pas qu'elle est aussi notre bien le plus précieux sur Terre. Ce qui est incroyable, c'est que l'eau douce ne représente que 3% des eaux de la planète. Et de cette partie infime, 2% seulement nous est directement accessible. Le reste est figé, sous forme de glace ou de nappes souterraines. Pour se procurer de l'eau, là où elle manque le plus, une solution est de prendre exemple sur notre mode de fonctionnement dans l'ISS. Dans la station spatiale, on recycle l'eau aussi à 95% pour pas avoir à s'approvisionner. Tout ça, ça donne lieu à la production de systèmes de recyclage pour des endroits qui n'ont pas accès à l'eau potable. Tout ça, ça cascade dans la société. Plus largement, l'espace ouvre des perspectives sans précédent pour évaluer les réserves en eau douce. À l'horizon 2020, une mission baptisée SWOT parviendra à utiliser les techniques de l'altimétrie, les mêmes que celles qui scrutent la hauteur des océans, pour mesurer les stocks des lacs ou des étangs. Ces données seront croisées avec les cartes de circulation des eaux souterraines fournies par une autre mission, GRACE. Ces deux types de missions ou d'observations, ça permet d'en déduire l'évolution des stocks d'eau dans les nappes profondes, qui aujourd'hui sont très très mal connues et qui ne sont pas mesurables ou très mal mesurables par des capteurs au sol. Ce sera vraiment une révolution parce que ça va permettre notamment de mieux gérer les ressources en eau. Cela tombe bien, car il y a urgence. Partout, les zones habitées s'étendent et pompent les terres, et l'agriculture plus encore. La planète verte s'assèche peu à peu. À 400 km au-dessus des déserts, le 20 mars 2015, ma camarade Samantha Cristoforetti poste sur les réseaux sociaux la photo d'une bulle d'eau en suspension dans la station spatiale et l'accompagne de ce message.
Samantha fait écho à l'alerte lancée le jour même par les Nations Unies. Au rythme où l'on va, dans 15 ans, 60% de la demande en eau sur Terre ne pourra plus être satisfaite. Par chance, notre planète recèle un trésor qu'aucun vaisseau spatial ne peut abriter. Des réservoirs naturels enfouis à des centaines de mètres de profondeur qui abritent encore des millions de kilomètres cubes d'eau douce. Reste à se procurer le bon bâton de sourcier pour les détecter. Ce bâton, un ingénieur français l'a trouvé dans l'espace. Depuis son bureau de Tarascon, en France, Alain Gachet utilise des images prises à des centaines de kilomètres de hauteur pour trouver de l'eau douce à des centaines de kilomètres de profondeur. En 2011, il y a eu une sécheresse épouvantable qui a affecté 30 millions de personnes sur toute la corne de l'Afrique. Et il y a eu plusieurs centaines de milliers de têtes de troupeaux qui sont morts de soif. Et quand on sait que les populations pastorales sont liées à leurs troupeaux, ça donne la proportion des personnes qui sont mortes. Alain Gachet s'est rendu sur place et a lui-même filmé cette région du Kenya, grande comme 2 fois la Belgique. Comment dénicher de l'eau dans ce désert? La solution? Prendre de la hauteur et utiliser des images satellites. Celle-ci lui raconte la nature des roches. La partie volcanique apparaît en bleu foncé. Les eaux saturées en sels minéraux apparaissent en bleu clair. Ici, le sable, il est plutôt blanc. La seconde image provient d'un satellite radar qui détecte l'humidité des sols jusqu'à 20 mètres de profondeur et suit les rivières à la trace, même quand elles s'enfoncent sous terre. Là, ça, c'est une pure conquête de l'espace. Vraiment, c'est même, je dirais même plus loin, c'est pas seulement l'espace, c'est la guerre des étoiles. C'est l'époque Reagan qui a mis au point ces satellites radars pour détecter les mises à feu de missiles au fin fond de la Sibérie, que moi j'utilise maintenant pour chercher de l'eau en Afrique. Mais ce qui fait l'efficacité de ces données aujourd'hui, c'est une formule magique inventée par notre ingénieur, un algorithme mathématique qui lui permet de faire ressortir le parcours de l'eau encore plus en profondeur. Or, ces informations lui révèlent que l'eau des rivières, descendue des hauts plateaux kényans, a continué de couler, enfouie sous la terre, et qu'elle existe toujours à des centaines de mètres de profondeur, sous forme de gigantesques réservoirs d'eau qu'on appelle des aquifères. Et donc, le premier puits sur le Var a été fait. Et le résultat, voilà, c'est ces enfants. Ils n'avaient jamais vu d'eau de leur vie. D'eau pure, comme ça, d'eau pure qu'ils peuvent boire sans crainte et qui va complètement changer leur vie et leur état de santé. Rien n'interdit plus désormais de croire à d'autres miracles et d'aller creuser au beau milieu de la plaine sèche, bien plus profondément cette fois, jusqu'à plus de 300 mètres sous terre. Ce puits-là a permis de prouver un aquifère cumulé de 202 mètres de hauteur. C'est la porte de l'eau souterraine qui s'ouvre d'un seul coup. Il y a à peu près le volume de 2 lacs Léman qui sont cachés sous terre dans cet endroit-là. Quand ils apprennent l'existence de sources miraculeuses, au cœur de leur terre désolée, les habitants tombent littéralement des nues. Ils invoquent tous leurs dieux et ils vont les insulter pour les avoir laissés crever de soif alors que l'eau était sur leurs pieds. Ils chassent le démon là, tous ensemble. Et les femmes arrivent de loin pour aller chercher de l'eau. Et au moment où je suis parti, rejoins la voiture, elles m'ont tout entouré pour me remercier.
les images satellites, combinées aux algorithmes d'Alain Gachet, suffiront-ils pour autant à reverdir la planète? Pourra-t-on éternellement creuser plus profondément pour trouver de l'eau? Nous ferions bien, à mon sens, de nous attacher à préserver notre plus fabuleux réservoir à humidité, la forêt. Je m'en préoccupe, d'autant plus que je sais la forêt aussi vitale pour nous que les océans. Elle est l'autre poumon vert de la planète. Ces données satellites en témoignent. Le carbone, qui envahit l'atmosphère en hiver, se réduit énormément en été quand les feuilles ont poussé, pour revenir aussitôt l'hiver suivant. On sait que les forêts jouent un rôle important, puisque la forêt est capable de piéger du CO2 et de le transformer en bois. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer directement. Or, c'est extrêmement important pour bien connaître ce cycle du carbone anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. On a besoin de connaître justement les sources et puits pour la modélisation du climat du futur. Évaluer précisément la quantité de carbone avalée par la forêt, ce sera la mission d'un nouveau satellite européen, Biomasse, qui prendra son envol à l'horizon 2020. Je compte sur lui pour convaincre l'humanité de l'importance de la préserver. Aujourd'hui, quand on observe la forêt depuis l'espace, on la voit diminuer comme peau de chagrin, rongée par les tronçonneuses. Près de 13 millions d'hectares sont arrachés ou brûlés chaque année en Afrique et en Amérique du Sud en particulier, comme ici en Amazonie. La majeure partie de ces surfaces est sacrifiée à l'agriculture, à l'élevage, à l'huile de palme. Partout, les terres cultivées sont épuisées par l'agriculture intensive. Pour les rendre à nouveau fertiles, on y répand des engrais chimiques, de l'azote notamment, qui va aller polluer sous terre les nappes phréatiques. Mais sur les surfaces cultivées, comme dans les mers, on peut limiter les dégâts avec l'appui des satellites. Dans la région de la Champagne, en France, un exploitant agricole high-tech utilise l'espace pour limiter les doses d'azote au minimum nécessaire. Une carte de sa parcelle, en forme de triangle, est réalisée à partir des données du satellite SPOT. L'ordinateur de bord lit l'information de la carte et pilote directement l'épandeur d'engrais pour mettre en tout point de la parcelle la dose prévue initialement sur la photo satellite. Donc là, pour le moment, on est dans le orange, donc on est à 53 unités. À 800 km d'altitude, Spot distingue les portions de culture plus pauvres de celles qui sont plus denses, car la terre y est plus riche. Là, on est dans la zone verte, à 0 unité d'azote. Donc là, il n'y a plus besoin d'azote sur cette zone-là. Donc là, on réalise de réelles économies. C'est tout le bénéfice de la photo, puisque si je n'avais pas eu cette information-là, j'aurais sûrement mis 50 partout. Des économies pour l'agriculteur, de l'azote en moins dans les nappes phréatiques, tout le monde bénéficie de ces technologies. L'enjeu, pour les habitants de la Terre, est somme toute le même que pour nous, astronautes de la station spatiale. Préserver un environnement aux ressources limitées, tout en nourrissant ses occupants. Des occupants nombreux, dans un espace restreint. Prendre conscience de ça, que nous on est dans une station spatiale avec des ressources limitées, des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on est obligé de travailler en bonne intelligence pour que le voyage continue, et que la Terre c'est exactement la même chose, à plus grande échelle, mais des gens qui sont ensemble, qui n'ont pas choisi d'être ensemble, qui ont des ressources limitées, puis qui traversent comme ça le cosmos, puis tout autour c'est le noir et l'absence de vie, donc on a sacrément intérêt aussi sur Terre à travailler ensemble.
Sur Terre, la population a doublé en 40 ans. Et de ces 7 milliards d'habitants, plus de la moitié vivent désormais en milieu urbain. Notre planète est devenue si lumineuse de nuit que lorsqu'elle défile sous la station spatiale, elle semble être le reflet de l'univers étoilé. Seule la distance spatiale peut donner la mesure de ces mégalopoles qui grignotent irrésistiblement notre environnement. Comme ici, Pékin. La capitale chinoise s'est démultipliée depuis 1978 et compte désormais 12 millions d'habitants. Ils sont 17 millions dans l'aire urbaine de Los Angeles. 19 millions à Mexico. Jusqu'à 37 millions dans l'agglomération de Tokyo. Sans compter les hommes et les femmes qui se pressent dans des bidonvilles aux marges des cités. Les mégalopoles d'Asie ou d'Amérique latine se développent très rapidement, à une telle vitesse que les dirigeants de ces pays ne connaissent pas précisément les frontières de ces villes. Les images satellites deviennent un outil essentiel de régulation de cette expansion tentaculaire. On peut comme ça avoir des cartes d'occupation des sols beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, et du coup de pouvoir décider d'infrastructures, de routes, en fonction des densités de population. Et cette information peut être utilisée par les décideurs pour réduire l'impact des hautes températures en ville, par exemple en créant plus d'espaces verts. Je ne suis pas certain que toutes ces mesures suffiront à endiguer le problème fondamental, celui des émissions de gaz à effet de serre. Mais j'ai espoir qu'on y parviendra à travers des engagements internationaux comme ceux qui ont été pris à l'issue de la COP21 en décembre 2015 à Paris. Nous, les astronautes, nous sommes particulièrement sensibles à de tels accords qui montrent que l'humanité a pris conscience du besoin de réagir. Quelques jours avant l'ouverture de la COP21, mes camarades de l'ISS ont lancé une supplique aux gouvernants de la Terre, comme on lance une bouteille à la mer. Greetings from the International Space Station. I'm Station Commander Scott Kelly of NASA with my NASA crewmate Kjell Lindgren. It's an honor for us to be with you today. Your actions during this important meeting will send a message to the world on how we regard the future of our home planet. 15 jours plus tard à Paris, les délibérations sont arrivées à une conclusion qui m'a réjoui. L'accord de Paris pour le climat est accepté. À l'issue de l'accord passé entre 186 pays, les satellites se feront, là encore, les gardiens de la planète. Comment on va pouvoir conclure que tel pays produit plus de carbone que ce qu'il s'est engagé à produire? Tout ça, ça sera observé depuis l'espace. Et je suis confiant dans notre capacité à agir concrètement. Rappelez-vous, la couche d'ozone, cette portion de l'atmosphère qui filtre les rayons solaires les plus nocifs pour la vie sur Terre. Déjà, les satellites avaient permis de détecter le trou provoqué par les activités humaines au-dessus de l'Antarctique et de donner l'alerte en 1985. Nous savons maintenant que certains types bien précis de gaz impactent la couche d'ozone. Et donc un traité international, le protocole de Montréal, prévoit la façon dont tous les pays doivent réduire l'utilisation de ces gaz industriels afin de réduire le trou dans la couche d'ozone. Et ça marche. Le trou est en train de se résorber. Et l'ozone est sur la voie de la guérison. Top. Allumage du moteur Vulcain. Tous les espoirs sont permis désormais, pour préserver de la même manière les terres, les mers et l'atmosphère.
car l'espace nous ouvre des perspectives inespérées. Tout là-haut, il existe une source d'énergie sans limite. À bord de la Station spatiale internationale, nous sommes bien placés pour en bénéficier. Nous, il faut qu'on tire notre énergie du soleil. Donc on a développé l'énergie solaire. On a, nous, l'équivalent de 8 terrains de basket de panneaux solaires sur la station spatiale. Tout ça, ces avancées technologiques, ensuite, on utilise au sol en tant que retombée de l'exploration spatiale. Pour être encore plus efficace, on imagine désormais d'envoyer ces panneaux solaires vers l'espace. L'idée de se mettre au-dessus de l'atmosphère en orbite terrestre avec des grands capteurs, des cellules solaires à l'échelle kilométrique, on peut tout à fait l'imaginer. D'ailleurs, des projets de centrales solaires en orbite sont dans les tiroirs de l'Agence spatiale européenne. Elles transmettraient l'énergie par micro-ondes ou laser, aux 4 coins de la planète, de jour comme de nuit. Plus loin de nous, se trouve une autre pépinière d'énergie, la Lune. Elle est riche en hélium-3, un gaz apporté par les vents solaires et qui peut être utilisé pour de la fusion nucléaire. Cette fusion se fait sans émission de neutrons, ce qui a pour conséquence que votre réacteur de fusion ne devient pas radioactif. L'hélium-3 est donc la clé d'une énergie nucléaire propre. Alors évidemment, c'est un peu un rêve, mais voilà, encore une fois, la deuxième moitié de ce siècle, on pourrait imaginer que les choses bougent dans ce domaine. Et plus loin encore, d'autres corps célestes font rêver de grandes compagnies privées, Google en tête. Certains astéroïdes recèleraient dans leur noyau des richesses gazeuses et minérales insoupçonnées. Du fer, du nickel, mais aussi du platine ou du cobalt. On a recensé 700 000 astéroïdes qui tournent autour du Soleil, dont l'essentiel se positionne entre Mars et Jupiter, pas très très loin de la Terre. L'idée de ces exploitants miniers, c'est de trouver la perle rare parmi tous ces objets, qui serait en fait un astéroïde différencié qui a été brisé par un choc et dont le noyau est à nu. Il est vrai que l'exploitation des astéroïdes soulève 2 difficultés essentielles. La première est celle de leur propriété. Les corps célestes appartiennent à toute l'humanité, à tous les pays, et personne ne peut planter son drapeau dessus. C'est le cas de la Lune, des planètes ou des astéroïdes. La seconde question est celle de son efficacité environnementale. L'exploitation des astéroïdes suffira-t-elle à mettre fin à celle des ressources minières sur Terre, qui constituent des désastres écologiques? J'en doute, car de tels projets impliquent des coûts astronomiques. Pour autant, nous avons déjà parcouru avec l'aide de l'espace une bonne partie du chemin, celui de la prise de conscience. Désormais, les décisions restent de notre ressort, à nous, les habitants de la Terre. La protection de l'environnement, c'est une décision humaine. Les satellites n'y pourront rien. Même si on arrêtait demain les émissions de gaz à effet de serre, eh bien la mer, elle continuerait de monter pendant les décennies qui viennent. Et donc, c'est aux humains que revienne la prise de décision, savoir si on continue comme aujourd'hui ou si on prend des décisions pour améliorer la situation. L'espace permet de bien prendre conscience de ce qui pose problème dans notre pays et de ce qui se passe aussi dans le reste du monde. L'espace montre que l'enjeu est planétaire, mais il nous aide aussi à trouver des solutions. Le scénario à plus long terme, qui relève un peu de la science-fiction aujourd'hui, mais qu'on verra peut-être se réaliser un jour, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300, dans 1000, on ne sait pas, c'est qu'au final, on rende la Terre inhabitable, et puis qu'on ait besoin d'aller voir ailleurs. Et puis là, évidemment, l'exploration spatiale aura pris tout son sens. Mais on voit qu'il y a des initiatives sur la Terre, COP21, des choses comme ça. On a des armes, il faut juste les développer encore, et puis mettre, je pense, encore plus d'efforts pour résoudre les problèmes environnementaux, que ce soit sur la Terre ou dans l'espace. L'espace
nous aura d'ores et déjà apporté une vérité essentielle. Il existe dans notre système solaire une planète à protéger, en priorité. One day